I have a kind of aspiration to write short, simple books with a small number of characters and one very focused point of view, but I can't do it. J'ai une aspiration à essayer d'écrire des livres qui soient courts, qui soient simples, avec un tout petit nombre de personnages et un point de vue très ramassé, mais en fait j'en suis incapable. Vous venez d'entendre l'écrivain britannique Jonathan Coe. Il était l'invité de la librairie Le Divan à l'occasion de la parution chez Gallimard de son dernier roman, Le Royaume des Unis. Le titre anglais est tout simplement Bournville. C'est Marguerite Capel qui est à la fois la traductrice du livre et la traductrice de l'entretien que nous allons écouter aujourd'hui. C'est Yann Branchery, libraire à la librairie Le Divan, qui pose les questions. Attention, ça commence par des applaudissements. Merci beaucoup et bonsoir à tous. C'est très émouvant pour moi de voir grand public comme ça. So thank you all so much for coming and for reading me. If you read me, perhaps you just came out of curiosity. And yeah, I hope we have a nice evening. Merci à tous d'être venus et merci de me lire. Si vous me lisez, vous êtes peut-être passé par là par curiosité. En tout cas, j'espère que vous passerez une bonne soirée. On a tous au moins lu un livre de Jonathan Coe. Si c'est pas le cas, je vous invite à lire son dernier, qui est un exceptionnel roman. On va le découvrir. Pour résumer, c'est un auteur d'au moins 15 romans, 6 essais, de la littérature jeunesse. Il a collaboré avec le théâtre, avec les musiciens. Enfin, il fait beaucoup de choses. Il a écrit dans la presse. Il écrit dans la presse et il participe d'une radioscopie dans l'Angleterre qui nous permet de comprendre nos voisins anglais, les mouvements, les remous. Je pense que ce terme de unrest qui anime leur société. Je parle de remous parce que le Royaume des Unis, qu'on a aujourd'hui devant nous, s'inscrit dans un cycle de 4 livres que vous avez ici. Expo 58, La pluie avant qu'elle tombe et Star Wilder and Me. Les livres se lisent séparément, mais il y a une progression et des personnages qu'on retrouve dans l'un, dans l'autre, et que vous découvrirez avec bonheur dans celui-ci. Le livre, qui est, comme d'habitude avec Jonathan Coe, en tout cas récurrent, un livre drôle et un livre aussi mélancolique, nous emmène entre 2 dates clés. Le 8 mai 45, dans la banlieue de Birmingham, exactement à Bournville. 8 mai 45, le discours de Churchill, le discours du roi George, et jusqu'au 8 mai 2020, et même un peu plus loin avec le Covid en 2022. Donc ces 2 années qui ont marqué nos vies, que ce soit sur le continent ou au Royaume-Uni. Vous inscrivez votre livre autour de 7 dates qui vont rythmer l'exploration de ces 75 ans. En quoi le choix de ces dates vous permet de faire un état des lieux des métamorphoses du Royaume-Uni? Well, I was not planning to talk about this immediately because it's a very personal side of the book. But the time frame of the book from 1945, as you say, to 2020 and the COVID pandemic was dictated by the lifespan of my mother, who was actually born in 1934. She died in 2020. And as an almost immediate response to her death, I felt that I wanted to write a novel which was both a memorial to her and a fictionalization of her life, but also a portrait of the social changes that she'd lived through in her 84 years. Bien, je n'avais pas forcément prévu d'aborder ça tout de suite parce que c'est finalement très personnel, mais le champ temporel que couvre le roman de 1945 à 2020 a en fait été dicté par la vie de ma mère. Ma mère est née en 1934 et elle est morte en 2020. Et suite à son décès, la réaction immédiate que j'ai eue, c'est l'envie d'écrire un roman comme une sorte de mémorial pour elle, un monument à sa mémoire, une version fictionnalisée de sa vie, et en même temps aussi comme un portrait des changements sociaux traversés par l'Angleterre pendant le courant de sa vie. So I wanted to write something that was both a narrative of public events, historical events, but also a very intimate story of a very ordinary family. And the only way I could think of to do this was to focus on moments in the last 3/4 of a century when the public and the private collided and were juxtaposed, which led me in the direction of these big national celebrations or occasions such as the coronation, the marriage of Prince Charles and Lady Diana, the funeral of Lady Diana, where, everybody, or
large numbers of people around the country were watching the same moment on their television screens or listening to them on their radios. J'ai eu envie d'écrire un récit qui se situe à la croisée du récit public, d'événements publics et historiques, et du récit intime, l'histoire d'une famille tout à fait ordinaire. Et la seule manière qui m'est apparue de faire ça, c'était justement de me concentrer sur des grands temps forts, des moments où l'histoire publique et l'histoire privée s'entrechoquer, en fait, entrer en collision, étaient juxtaposés aussi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à choisir ces moments, des grands moments de célébration nationale, ces grandes fêtes, ces moments de rassemblement autour du couronnement de la reine, du mariage de Lady Di et de Charles, ou encore les funérailles de Lady Di, qui sont des moments où tout le monde, ou en tout cas énormément de gens, se sont retrouvés rassemblés à regarder l'événement à la télévision ou à l'écouter à la radio. A lot of these events involve the British royal family. But this is purely incidental because I'm not a royalist. The book is not The Crown, and I think you've been instructed very firmly not to ask me any questions about the royal family, yeah? So we're sticking to that. Beaucoup de ces événements impliquent d'une manière ou d'une autre la famille royale britannique, mais c'est par pure coïncidence. Je ne suis pas royaliste. Ce livre n'a rien à voir avec The Crown, et je crois que vous avez reçu l'instruction tout à fait ferme de ne pas me poser de questions sur la famille royale, donc on va s'en tenir là. Vous partez du privé pour parler de la sphère publique, de ce qui touche tous les Anglais. Est-ce qu'on peut voir dans les rapports qu'entretiennent les personnages au sein de leur famille, du couple ou même entre les parents, est-ce qu'on peut déjà voir une sorte de métaphore de la désunion du Royaume-Uni? The French title of the novel is not the same as the English title. In English, it's simply called Bournville. In French, it has the title Royaume des Unis, which I guess is a more provocative title because it has potentially it has two meanings. A country which is where the people are divided by political divisions or cultural divisions or ethnic divisions, and also the idea of the United Kingdom itself possibly breaking up and becoming disunited. Alors le titre français n'est pas le même que le titre anglais qui était tout simplement Bournville. Le titre français, Le Royaume des Unis, est peut-être plus provocateur en fait que le titre anglais, au sens où il peut être interprété dans deux sens possibles. Le premier, c'est celui d'évoquer un pays qui est divisé, effectivement, où les gens sont divisés d'après des lignes qui sont politiques, culturelles, ethniques. L'autre, c'est l'allusion directe au Royaume-Uni lui-même comme pouvant potentiellement exploser et ne plus être uni. But I like the French title, and because both of these meanings, both of these levels are present in the book. The family, like any family, has arguments, has disagreements, has conflicting points of view. There are three brothers because the character of Mary, who's based on my mother, has three sons, and one of them supports Brexit, one of them is opposed to Brexit, and yet at the same time also, yes, in the macro narrative, the bigger narrative that surrounds all this, you also have some stories about the relationship of England specifically to the other constituent countries of the United Kingdom. And there's a long section set in Wales which tells the story of an episode in the 1960s which illustrates, I think, English exploitation of Wales. And as you will be well aware, partly as a result of the Brexit referendum in 2016, the United Kingdom as an entity, as a construct, is under a lot of strain at the moment. And in my opinion, not that I really want to get into politics tonight, there's quite serious probability that the UK will, in its present form, cease to exist a few years from now, and Scotland will break away and become independent. J'aime bien le titre français parce qu'il me semble que les deux sens, les deux interprétations, les deux niveaux de lecture sont tout à fait présents dans le roman. On a d'un côté effectivement des gens qui sont divisés au sein de la famille, qui peuvent avoir des débats, des disputes, comme il y en a dans toutes les familles, des points de vue qui sont différents. Marie, le personnage principal, a 3 fils, donc 3 frères. Il y en a un par exemple qui est pour le Brexit, un autre qui y est opposé. Et en même temps, bien sûr, au niveau macro, il y a aussi
plusieurs récits qui montrent les rapports entretenus par les Anglais avec les autres nations qui composent ce Royaume-Uni. Il y a notamment un chapitre qui se passe au Pays de Galles qui montre bien aussi, qui met en lumière l'exploitation aussi des ressources du Pays de Galles par les Anglais. Donc comme vous l'avez remarqué, le résultat du Brexit a quand même mis ce Royaume-Uni dans une situation de tension tout à fait sérieuse, et selon moi, il y a une probabilité réelle que le Royaume-Uni tel que nous le connaissons cesse d'exister possiblement d'ici quelques temps, et que l'Écosse notamment fasse sécession. Un roman qui fait l'état des lieux d'un pays durant 75 ans. Vous avez écrit dans le New Statesman en 2012 un article qui parlait de ce genre littéraire en Angleterre. Ma question est simple, est-ce qu'on lit, est-ce qu'on a un public nombreux pour ce genre de roman, ou est-ce que les lecteurs britanniques vont plutôt vers des romans de la nostalgie, de la mélancolie d'un passé glorieux ou quelque chose? Well, this is not a nostalgic novel, I don't think, although I've seen it described that way by readers and in the press. It's a novel about the past, about recent history, and what we can learn from it. But with all of the eras that I write about in this book, the 40s, the 50s, the 60s, and beyond, there is no one of these times in recent British history that I'm nostalgic for. And in many ways, it's an optimistic book, because although, from one perspective, the situation we find ourselves in the UK as a country, and all of us find ourselves in global terms, that situation is very grave. In a way, this book looks at things from a more optimistic perspective, because it's a book about social change and a book about the progress that has been made during the last 75 years, and what a much better country the United Kingdom is to live in 2020, not necessarily for people like me, but for people from minority groups who had a much harder time of it back in the 40s and 50s and 60s. Bien, en tout cas, ce livre-là, je ne pense pas du tout qu'il soit nostalgique, même si il a parfois été décrit comme ça par les lecteurs dans la presse. C'est un roman effectivement qui parle du passé et aussi jusqu'à une histoire récente et des leçons qu'on peut en tirer. Il traverse énormément d'époques différentes, des années 40 aux années 50, 60, 70 et encore au-delà. Mais il me semble que je n'y insuffle aucune nostalgie pour aucune de ces périodes. Et c'est même plutôt un livre qui est tourné vers l'optimisme. Parce que quand on voit la situation actuelle du Royaume-Uni en tant que pays, ou même notre situation mondiale, elle semble effectivement grave. Mais il me semble que le livre jette un regard plutôt positif là-dessus, parce qu'il met en évidence le changement social. Il montre aussi, c'est un livre qui parle des progrès qui ont été accomplis pendant ces 75 années, et du Royaume-Uni qui est aujourd'hui un meilleur pays aussi en 2020, où il fait meilleur vivre, pas forcément pour des gens qui me ressemblent, mais pour les gens notamment issus des minorités par exemple, qui avaient une vie beaucoup plus difficile dans les années 40 ou 50 ou même 60. You asked me if there was an audience for this kind of novel, and I think I'd better answer that question when I hear my sales figures. Quant à savoir s'il y a un lectorat pour ce type de roman, je pense à la question, je répondrai mieux quand j'aurai les chiffres de vente. Quand on est un écrivain qui observe son pays, on voit aujourd'hui qu'il y a une accélération du monde politique. Les récentes élections en Angleterre le démontrent encore, avec des premiers ministres qui apparaissent aussi vite qu'ils disparaissent. Et cette accélération s'oppose à un temps long, peut-être, de la famille royale dont je ne dois pas parler. Est-ce que ça complique votre travail d'écrivain, l'accélération ou la folie un peu du monde politique, ou au contraire ça la nourrit? Well, I guess in a way this novel was written as a reaction to that kind of acceleration, and as a form of resistance to it, because although the book doesn't take a huge historical perspective, it doesn't go back centuries, it does, I felt that the 75-year time span gave me an opportunity to take a more measured and an objective view of the present, instead of just kind of trying to keep pace in a journalistic sort of way with the bewildering political changes in the UK at the moment. Bien, d'une certaine manière, je crois que ce roman, je l'ai écrit justement en réaction à cette accélération dont vous parlez, peut-être même en résistance face à cette accélération, parce que même si le livre ne couvre pas non plus plusieurs siècles, il n'a pas non plus cette portée historique-là, quand même, d'avoir le cours de 75 années, ça me permettait d'avoir un regard plus mesuré et peut-être plus objectif sur le présent, à l'opposé justement d'essayer de suivre le rythme plus journalistique peut-être, et aussi assez ahurissant du changement politique
politique tel qu'il se produit aujourd'hui dans le pays. But it's true that the book is already a historical novel, not just in the sense that it goes back to 1945, but when it ends with a section which, when I was writing it, felt to me as though I was writing very much about the present day. I was writing about an England where Boris Johnson was Prime Minister and Queen Elizabeth II was on the throne, and both of those things have changed. In fact, we've had 2 Prime Ministers since then, so I wouldn't attempt to try and keep pace with that kind of historical turmoil. Et c'est vrai que en fait, le livre peut déjà apparaître comme un roman historique, pas uniquement parce qu'il remonte jusqu'en 1945, mais parce que même la fin, qui est une partie qui, moi, me semblait quasiment, au moment où je l'écrivais, actuelle, j'avais l'impression d'écrire quasiment sur le présent, j'y dépeins un monde dans lequel Boris Johnson est Premier ministre et dans lequel la reine Elisabeth est en vie, donc tout ça a déjà énormément changé depuis. On a déjà eu 2 premiers ministres depuis, donc vraiment, je ne tenterai jamais d'essayer de suivre le rythme de la frénésie de changement justement qu'on peut avoir. The novel ends with a phrase which also occurs earlier in the book, which is everything changes and everything stays the same. And really the point of what I'm trying to say in this book is that the kind of superficial political changes that we're talking about, the kind of things that we read in the newspapers, the change of government, the change of prime minister, the coming and going of different kings and queens, is not really what's important to people like Mary and her family. They're involved at a different level with much more fundamental human relationships, which are a kind of constant. And the first time you hear this phrase, it's spoken by, or thought by, a white British woman in the 1940s sweeping the doorstep of her house, a woman in middle age. And at the end of the book, the same phrase is used by another woman who is much younger, who is from a different place, who is an Iranian refugee who has come to Birmingham and is now living in the same house, but is thinking exactly the same thing. And, the idea I'm trying to convey, I suppose, is the experience of these 2 very historically and cultural different women is actually not so different, and whether King George V or King Charles III is on the throne makes no difference really whatsoever. Le roman se termine sur une phrase, plus ça change, plus c'est la même chose, qui revient aussi d'ailleurs, qui apparaît plutôt aussi à un autre endroit du roman, ou qui est ma manière en fait d'essayer de montrer que tous les changements qu'on voit dans la presse, dont on parle, tous ces bouleversements, comme un changement de Premier ministre, un changement de gouvernement, ces rois, ces reines qui passent et puis qui se remplacent, tout ça est en fait finalement assez superficiel, et que ce n'est pas ça qui importe aux yeux de gens comme Marie et comme sa famille, parce que finalement ce qu'il y a de bien plus fondamental dans leur vie, ce sont les rapports humains, ce sont les relations qu'ils entretiennent. Cette phrase, elle est dite la première fois par une femme blanche, anglaise, on est dans les années 40, elle balaie devant sa porte, c'est une femme d'âge mûr, et la phrase va être dite à nouveau à la fin du livre par une femme beaucoup plus jeune qu'elle, qui vient d'ailleurs, qui est une réfugiée iranienne installée à Birmingham, qui se trouve vivre exactement dans la même maison, et qui pense exactement la même chose à ce moment-là. Je pense que ce que j'essaie de montrer justement, de dire, c'est que l'expérience, finalement, le vécu de ces 2 femmes, bien qu'elles soient culturellement et historiquement extrêmement différentes, leur vécu n'est pas forcément différent pour autant, et ce n'est pas la présence de George VI ou de Charles III sur le trône qui échange quelque chose. C'est effectivement aussi un formidable roman d'amour, parce que pour l'instant on aborde la question de l'histoire, de la politique, des changements, mais c'est l'histoire d'une femme, d'une famille, de l'amour de ses fils pour cette femme. Et ce personnage, dans les notes de fin de livre, ne les lisez pas avant, lisez-le à la fin. On apprend le secret que Jonathan nous a délivré ce soir. Cette femme, vous allez voir, c'est un personnage auquel on adhère tout de suite. En tout cas, moi, j'ai tout de suite adoré ce personnage. Je me suis dit, c'est elle que je veux suivre dans le livre. Je me demandais, ce personnage de Mary, vous avez réfléchi avec vos souvenirs, vous avez fait des recherches, comment vous avez reconstitué? Well, I've been talking about this book all week to French journalists and interviewers and at presentations like this. So I'm feeling kind of relaxed now, and the week is over. This is my final event, so maybe it's time to talk a little more personally about this book. Ça fait une semaine que j'évoque ce livre avec des journalistes, des entretiens comme celui-ci. Je crois que je commence à me détendre. C'est la fin de la semaine, c'est mon dernier événement ce soir, donc peut-être qu'il est temps de parler de ce livre de façon un peu plus personnelle. My mother had 2 sons, my brother and myself, but in this book I've given her 3 sons, Jack, Martin and Peter.
And I guess the character who is closest to me in this novel is the youngest son, Peter, who is also a musician and has a relationship with his mother, which is exactly as faithfully as I could portray it, the same relationship that I had with mine, which is that there was a great and strange intimacy between us, even though we had almost nothing in common and nothing to talk about. And maybe this is quite a typical phenomenon in the relation between mothers and sons. Le personnage de la mère, ma mère à moi, pardon, avait deux fils, donc moi et mon frère, et le personnage ici de Marie a trois fils, donc il y a Jack, Martin et Peter. Celui qui est le plus proche de moi, c'est le plus jeune, c'est Peter, qui est musicien et qui entretient avec sa mère une relation qui est le plus proche, en tout cas c'est le portrait le plus fidèle que j'ai pu rendre de la relation qui m'unissait à ma propre mère, qui était une relation profondément intime et en même temps assez étrange, puisque on n'avait pas grand-chose en commun, on n'avait même pas grand-chose à se dire, ce qui, j'imagine, est finalement assez courant dans les relations mère-fils. So the portrait of her in the second half of the book is based on personal experience, on my memories of her, but in another way, this is a book I couldn't have written while she was alive, partly because I wouldn't have wanted to, and she wouldn't have wanted me to write it, but also because the first part of her life, before I was born, I didn't really know that much about. It's a paradox of when your parents die, I guess, that although a distance opens up a distance that can never be crossed, just because of the fact of death. At the same time, there is the potential to enter into a kind of closeness which you wouldn't have had the opportunity for before. And this happened with my mother, because I found in the course of clearing out her house letters and diaries and photographs that I'd never seen before. And suddenly, as a young woman, she came alive to me in a way which was new and surprising. Le portrait que je fais d'elle dans la deuxième partie du roman, il est basé sur mes souvenirs, en fait, sur mon vécu personnel avec elle. Évidemment, c'est un livre que j'aurais pas pu écrire pendant qu'elle était encore en vie. Déjà, j'en aurais pas eu envie, et puis je pense qu'elle non plus aurait pas souhaité me le voir écrire. Mais aussi parce que il y a une première partie de son existence avant ma naissance que je ne connaissais pas du tout, en fait, sur laquelle je ne savais pas grand-chose. Il y a quelque chose de très paradoxal quand on perd un parent, c'est que d'un côté ça crée un fossé qui ne sera jamais comblé parce que tout simplement à cause du fait que représente la mort, mais d'un autre côté ça ouvre aussi une proximité, une possibilité de se rapprocher qui n'était pas envisageable avant. Dans le cas de ma mère, c'est au moment où j'ai vidé sa maison que je suis tombée sur des lettres, sur des journaux qu'elle avait écrits, sur des photos que je n'avais encore jamais vues et qui m'ont permis de redonner vie quelque part à ma mère jeune. So, for me, I don't know if people who read the book will feel the same way, but for me, the texture of the novel changes as it goes along. The early sections, sections set in the 40s and 50s, constructed from these souvenirs, from her letters and diaries, and the later sections are constructed from memory. And to me, this gives the book a kind of evolution, which was not intended, but in the end, it pleases me and it works for me. Je ne sais pas si les lecteurs qui ont déjà lu le livre auront la même impression, mais pour moi, il y a quelque chose dans la texture de l'écriture, de la narration du livre qui évolue justement à cause de ce que je viens de vous expliquer. Dans les années 40 jusqu'aux années 60, dans les premiers chapitres, j'écris à partir de ses souvenirs d'elle, ses lettres, ses journaux, etc. Alors que sur la dernière partie du livre, j'écris à partir de ma propre mémoire. Et donc je vois une évolution qui n'était pas intentionnelle, mais qui me plaît bien finalement, que je trouve fonctionnait bien. La question de la musique, parce que moi, en tant que lecteur, je suis très sensible à la musique, donc je vais souvent écouter les morceaux que vous glissez dans vos livres. Dans un passage de cet excellent livre que je vous recommande pour découvrir les mots de Jonathan. Alors la musique qui surgit, si rudimentaire et imparfaite soit-elle, me paraît toujours une expression plus vraie des émotions que je voudrais faire passer. Est-ce que vous laissez dans vos livres la musique parler à votre place? You know, sadly, you can't put a piece of music in a novel. Not really. You can refer to it. You can try to describe it. There are two pieces of music actually which are central to this book. One of them will be pretty well known to this audience, I suspect, and that's the Quatuor pour la fin du temps by Olivier Messiaen. And this is the piece that Peter, the younger son, rehearses and has to perform
as a violinist in the long section of the book which is set against the death and the funeral of Princess Diana. Alors malheureusement, en fait, on ne peut pas réellement mettre un morceau de musique dans un livre. On peut seulement y faire allusion ou décrire à quoi cette musique ressemble. Mais il y a effectivement deux morceaux qui sont deux pièces musicales qui sont centrales dans le livre. Le premier, il vous est sans doute familier, c'est le Quatuor pour la fin du temps de Olivier Messiaen. Et que Peter va répéter en fait à un moment parce qu'il doit le jouer, il est violoniste, dans le long chapitre qui tourne autour des funérailles, de la mort et des funérailles de Diana. And the other piece of music is maybe less well known to you, but if there's one thing I would like you to take away from this evening, it's the name of this piece, because I think it's a masterpiece and I don't think it's well known internationally. It's an orchestral and choral work called the Hymnus Paradisi. By a British composer, actually a Welsh composer called Herbert Howells. And this is a piece of music that I remember hearing with my mother when I was a student at Cambridge many years ago, and which in the book serves as a kind of moment of epiphany between Mary and her son, a memory which they share for the rest of their lives, and even when they cannot talk to each other because they have nothing to talk to each other about. The memory of hearing this piece, which, like my novel, was inspired by the death of a loved family member, the memory of hearing it together is what brings them close. Do listen to it if you get the chance on Spotify or wherever, because it's extremely moving. Le deuxième morceau qui est au centre de la narration est sans doute moins connu, et si vous devez repartir avec une chose de cette soirée, j'aimerais que ce soit le titre de ce morceau qui s'appelle Hymnus Paradisi, cette pièce pour orchestre et pour chœur, qui est selon moi un chef-d'œuvre composé par un compositeur britannique et même gallois qui s'appelle Herbert Howells. C'est un morceau, une pièce que j'ai entendu jouer, interpréter avec ma mère quand j'étais étudiant à Cambridge il y a bien des années, et dans le livre en fait je l'utilise pour marquer un moment d'épiphanie entre Marie et son fils, un souvenir très fort qu'ils vont partager tout au long de leur vie, et qui fait que même quand ils auront du mal à se parler parce qu'ils n'ont pas grand-chose à se dire, ils auront toujours ce souvenir partagé d'avoir entendu cette musique-là qui les a inspirés. C'est quelque chose qui les rapproche en fait systématiquement. Et donc je vous conseille très fortement de l'écouter et d'aller voir sur Spotify ou où vous voulez, et d'aller écouter ce morceau parce qu'il est particulièrement émouvant. Merci beaucoup pour vos réponses. On va prendre peut-être une ou deux questions du public. Donc il a été dit qu'on suit principalement le personnage de Marie dans le livre. Or, vous êtes connu aussi pour avoir des livres qui ont des personnages multiples, qui ont beaucoup de personnages, qui est justement assez enthousiasmant comme lecture parce que c'est riche et qu'on les découvre au fur et à mesure et qu'on change aussi de point de vue. Comment est-ce que vous décidez en fait les personnages qu'on intègre dans un livre, et est-ce qu'il y a des livres qui se prêtent davantage à ce type de point de vue, multi-personnages? I have a kind of aspiration to write short, simple books with a small number of characters and one very focused point of view, but I can't do it. Alors en fait j'ai une aspiration à essayer d'écrire des livres qui soient courts, qui soient simples, avec un tout petit nombre de personnages et un point de vue très ramassé, mais en fait j'en suis incapable. Actually, I kind of did it in this book, Mr. Wilder and Me, which is much shorter and much simpler than what I usually write. But of course, as soon as I decided that the book was going to cover 75 years of history, that implied at least 3 generations. I gave Mary 3 sons. I gave the 3 sons children of their own. I write about Mary's parents. I might write about her grandparents. And pretty soon I realized that the book was getting more or less out of control. C'est un peu quand même ce que j'ai fait avec Monsieur Wilder et moi, Billy Wilder et moi, qui est un texte plus court et peut-être plus simple que les précédents. Mais ici, à partir du moment où j'ai décidé que j'allais couvrir 75 ans d'histoire, forcément je me retrouvais avec 3 générations de personnages. J'ai donné 3 fils à Marie, j'ai donné aussi des enfants à chacun de ses fils. Je parle de ses parents, je parle de ses grands-parents, et donc très vite je me suis retrouvée avec un livre qui échappait totalement à mon contrôle. But my editor at Gallimard, Tiffany Gassouk, who is here tonight somewhere, suggested that we include a family tree, an arbre généalogique in the book. So here it is, and this will help you navigate the labyrinth that I've created. And if there are any people here who have read
more than one of my books, then you will discover characters from La Pluie Avant Qu'elle Tombe, from Expo 58, from Mr. Wilder and Me, and even some others, because there is a character with the surname Trotter who crops up in one of the sections, and that will be a name that's known to people who've read some of my other books. So I apologize for the complication, for the way that my novelistic brain works, but thanks to Gallimard, you have a user's guide. Mon éditrice chez Gallimard, Tiffany Gassouk, qui est quelque part ici ce soir, a suggéré en fait que je fasse un arbre généalogique qui est imprimé au début du livre, vous venez de le voir, pour aider justement les lecteurs à s'y retrouver dans le labyrinthe que j'ai fabriqué. Et si c'est effectivement, si vous avez déjà lu plus d'un livre de moi, vous allez reconnaître peut-être dans cet arbre des personnages de La Pluie Avant Qu'elle Tombe, d'autres d'Expo 58, d'autres de Billy Wilder et moi, et puis même encore d'autres, puisqu'il y a un personnage avec le nom de famille Trotter qui apparaît à un moment et qui sera aussi familier de certains lecteurs. Donc je suis désolée pour la complexité que mon cerveau de romancier à fabriquer ici, mais en tout cas grâce à Gallimard vous avez quand même un manuel pratique pour comprendre tout ça. The other important person from my French working life who is present tonight, of course, is the magnificent translator of the novel Marguerite Capel. Whose French, I have to say, is better than my English. So don't be disappointed that there are no English copies tonight, because it's a better novel in French. Thank you, sir. Merci à tous. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.